Cela fait bien longtemps que dans les commentaires, vous me demandez de vous parler des insectes. Et pour être franc avec vous, j'avais une certaine appréhension à m'attaquer à un sujet aussi vaste et complexe. Mais bon, j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis rapproché de mon collègue Alex de la chaîne Arthropsila, qui traite souvent de ce sujet sur sa chaîne. Alors, salut Alex. Salut Alex. Dans un premier temps, pourrais-tu te présenter? Moi c'est Alex, docteur en biologie marine, plus précisément dans le domaine de l'écotoxicologie, c'est-à-dire l'étude du comportement des polluants à différentes échelles, des cellules jusqu'aux écosystèmes. À côté de ça, je suis passionné de tout un tas de sujets, notamment de paléontologie, de l'éthologie, de la phylogénie, et parmi les nombreuses espèces qui peuplent notre planète, j'avoue que j'ai beaucoup d'intérêt pour les arthropodes. Alors il y a un peu plus de 4 ans maintenant, je me suis lancé dans l'objectif de réaliser une série de vidéos sur ma chaîne pour faire découvrir au plus grand nombre la grande diversité de cet embranchement. Et aujourd'hui, je suis là en renfort pour parler des arthropodes. Eh bien, merci Alex d'avoir accepté mon invitation. Alors, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux insectes. Et dans cette première partie, plus exactement aux arthropodes et leur descendance. Allez, jetons-nous allègrement dans le monde fascinant des insectes. Avec plus de 400 millions d'années d'existence, en atteste le fossile de Strudelia devonica, daté du Dévonien supérieur, l'évolution des insectes est à bien des égards une des histoires les plus fascinantes du monde animal. Grâce à leur capacité à s'adapter et à leur diversité morphologique, les insectes ont été les premiers animaux à conquérir la terre ferme. Puis, au fil des millions d'années qui se sont écoulées, les insectes ont évolué et se sont diversifiés, pour devenir les créatures les plus abondantes et les plus diversifiées de la planète. Et cette passionnante histoire commence avec les arthropodes. Les arthropodes, disons-le d'emblée, sont le groupe le plus diversifié du monde animal. Que ce soit en termes de famille, de genre ou encore d'espèces, à eux seuls, ils représentent plus de 85% des animaux vivants sur la Terre. Ils font partie des premiers animaux dits complexes, entendez par là qu'ils possèdent des organes spécialisés, un système nerveux, digestif, des yeux, ce genre de choses. Mais surtout, 2 pattes, car en effet, ils sont les premiers animaux à en être dotés. Des pattes articulées, d'où leur nom. Pattes articulées, elles aussi divisées en segments appelés articles. La plupart des arthropodes ont également la particularité de posséder 2 types d'organes visuels, avec des fonctionnalités bien différentes. On a tout d'abord les yeux composés, constitués de structures unitaires appelées omatidies, qui permettent une perception efficace des mouvements. Et certains arthropodes sont également dotés d'ocelles, des organes photosensibles qui permettent de capter les variations d'intensité lumineuse. Généralement, ces ocelles sont plus développées chez les insectes volants. Pour respirer, la majorité des arthropodes terrestres utilisent des petits trous, appelés stigmates, placés sur les côtés du thorax et de l'abdomen. Cela permet de faire rentrer l'air dans un système de trachée afin de délivrer l'oxygène aux différents organes et tissus. Toutefois, chez des groupes d'arthropodes plus anciens, l'oxygène est directement diffusé dans l'hémolymphe. L'hémolymphe, c'est le nom qu'on donne au sang des arthropodes. Quant à eux, beaucoup d'arthropodes aquatiques utilisent des branchies pour respirer. Waouh! 2 types de visions différentes, un système respiratoire on ne peut plus simple, et certains sont aquatiques. En effet, ça change drastiquement des vertébrés. Issus des premiers organismes à corps mou apparus plus tôt, à la toute fin du Précambrien, la fameuse faune d'Ediacara, ils apparaissent dans les océans de la planète durant le Cambrien, entre 540 et 485 millions d'années. En attestent les fossiles de la fameuse faune de Burgess,
tel Marella splendens, que l'on pense être un arthropode de la première heure. À l'inverse des animaux vertébrés apparus plus ou moins au même moment, les arthropodes ne possèdent pas de squelette interne. Ces animaux ont développé une toute autre stratégie, le squelette externe, l'exosquelette. Cet exosquelette, cette cuticule ou exocuticule, est composé en partie de chitine et recouvre la totalité de leur corps, littéralement de la tête aux pieds. Cuticule chitineuse qui, associée à du carbonate de calcium, se durcit et devient une véritable armure. Une armure qui cependant n'est pas extensible. Aussi, au cours du développement de l'animal, ou si vous préférez lorsqu'il grandit, l'animal doit s'en extraire. C'est ce que l'on appelle la mue. Une autre caractéristique que partagent les arthropodes avec des cousins proches, comme les nématodes, les onychophores, ou encore les célèbres tardigrades, et qui tous appartiennent au super-embranchement des ecdysozoaires, groupe qui englobe les arthropodes. Mue qui, selon l'âge des individus et l'espèce à laquelle ils appartiennent, peut se différencier en deux types. Un, lorsque l'arthropode brise sa cuticule trop étroite. Il en sort plus grand et une nouvelle cuticule à sa taille apparaît, puis se durcit. C'est la mue de croissance. Deuxième type, lorsque de nouveaux organes apparaissent pendant la mue et que l'arthropode change totalement de forme. C'est la mue de métamorphose. Mais ce qui caractérise principalement les arthropodes, outre leurs yeux composés, c'est la morphologie de leur corps. Un corps composé de différents segments appelés métamères. Un corps segmenté et articulé. Le groupe des arthropodes, ou pour être plus exact, l'embranchement des arthropodes, se divise en deux groupes, les chélicérates et les mandibulates. Deux groupes auxquels nous pourrions ajouter le groupe des trilobites, ces emblématiques animaux benthiques du Paléozoïque qui ont arpenté les hauts fonds des océans durant tout le Paléozoïque, quasiment 250 millions d'années, du Cambrien jusqu'à la fin du Permien et sa terrible apocalypse qui les emportera définitivement. Cela dit, bien qu'hyper prolifiques et hyper nombreux, en témoignent les innombrables fossiles, les paléontologues peinent à classer les trilobites. Aussi, par défaut, on les situe parmi les arthropodes. Car effectivement, ils en ont les caractères, notamment le corps segmenté. Mais il reste encore un mystère, affaire à suivre. Si vous voulez en savoir plus à propos des trilobites, regardez donc la vidéo qu'Alexis Rasti a consacrée à ces animaux. Vous y trouverez un grand nombre d'informations à leur sujet. Les chélicérates. Les chélicérates sont, comme leur nom l'indique, des arthropodes munis de chélicères, des appendices buccaux qui prennent la forme d'un crochet ou d'une pince et présentent une grande variété de tailles, de formes, de couleurs ou encore de textures. Chez les chélicérates les plus célèbres, les araignées, les chélicères prennent la forme de crochets venimeux, tandis que chez certains acariens, comme les tiques, ils prennent la forme de rostres. C'est dans ce même sous-embranchement que l'on retrouve les limules, ces mystérieux animaux au sang bleu, bien trop souvent qualifiés, à tort, de fossiles vivants. Mais aussi les pycnogonides, des arthropodes marins de petite taille apparentés aux arachnides. Sans oublier les fameux scorpions des mers du Paléozoïque, les Euryptérides. Sans doute les plus grands arthropodes de tous les temps, certains atteignant des tailles considérables, plus de 2 mètres. Ils sont par ailleurs probablement parmi les premiers animaux conquérants à avoir colonisé la terre ferme au cours du Silurien. Et qui par la suite engendrent des espèces terrestres, à l'image du genre Mégarachne. Mégarachne qui autrefois pensions-nous à tort être un arachnide et qui s'avère être
un reptéride terrestre. Puis vient le dernier groupe des chélicérates, qui sont, vous l'aurez certainement deviné, les arachnides, ces arthropodes dotés de 8 pattes et dont le corps est segmenté en 2 parties. Le céphalothorax, qui fusionne la tête et le thorax, et l'abdomen. Notez qu'on appelle également le céphalothorax le prosome et l'abdomen l'opistosome, une terminologie très utilisée en arachnologie. Les arachnides sont le groupe, la classe qui englobe les opilions, les fameux faucheux, les scorpions, les redoutables solidifuges aux doubles chélicères, les uropiges aux longs flagelles, les grands mais non moins inoffensifs amblipiges et les acariens. Oui, du reste, les gens ne pensent pas forcément au premier abord que les acariens sont des arachnides. Pourtant, ils sont parmi les plus nombreux, avec près de 50 000 espèces répertoriées. Et beaucoup d'entre eux ne sont pas très appréciés de l'homme, comme les tiques suceurs de sang et vecteurs de maladies, les démodex qui colonisent les cils, ou encore les acariens domestiques comme les dermatophagoides qui causent de nombreuses allergies. Mais bon, on va pas se le cacher, les arachnides les plus connus sont sans nul doute les araignées, qui comptent également quelques 50 000 espèces répertoriées. Donc on comprend que les araignées et les acariens composent l'essentiel de la diversité des arachnides. Ah oui, de sacrés compagnons ces acariens. Et pour terminer, bien entendu, il y a les araignées, qui sont représentées par près de 50 000 espèces, autant que les acariens. Bref, je coupe court car il y aurait trop à dire. Passons au second groupe, au second sous-embranchement, les mandibulates. Sans surprise, ce sont les arthropodes possédant des mandibules. Les mandibules étant elles aussi, à l'instar des chélicères des arachnides, des appendices buccaux. Des appendices buccaux adaptés en fonction du régime alimentaire de l'animal. Toutefois, ce sont aussi des arthropodes ayant développé de nouveaux organes. Des organes sensoriels, les antennes. Antennes qui, selon les espèces, sont au nombre de 2 ou de 4. Bien entendu, ce groupe d'animaux est subdivisé en différents sous-groupes. Sinon, ça serait trop simple. Ainsi, sur notre arbre phylogénétique, les suivants sont les myriapodes. Les myriapodes sont ces animaux que vous connaissez tous sous le nom de centipèdes ou plus souvent encore de mille-pattes. Bien évidemment, lorsque l'on parle de mille-pattes, il s'agit d'une image. La majeure partie de ces animaux en possèdent nettement moins. Néanmoins, certains méritent bel et bien ce surnom, à l'image du californien Illacme plenipes, avec un record de 750 pattes. Et ce derrière en comparaison avec le détenteur du titre absolu, Eumillipes perséphone, et ses 1306 pattes. Une bestiole australienne d'une petite dizaine de centimètres, décrite en 2021. 1306 pattes pour 10 cm. Ça fait beaucoup de pattes au centimètre, ça. Hein? Alex, tu me disais que certains myriapodes étaient carnivores. Effectivement, les myriapodes se divisent en 4 classes. Tout d'abord, on a les chilopodes, qu'on connaît mieux sous le nom de centipèdes. Ce sont essentiellement des prédateurs, donc carnivores. Et les représentants les plus connus sont les mal-aimés scolopendres, avec leur première paire de pattes transformées en crochets venimeux, les forcipules. A contrario, le deuxième grand groupe de myriapodes est celui des diplopodes, qui sont des phytophages, c'est-à-dire qu'ils se nourrissent de plantes, et d'autres sont des détritivores, c'est-à-dire qu'ils recyclent la litière des sols. C'est parmi les diplopodes que sont placés les fameux iules, dont certains peuvent être très grands, très grands, à l'image de Archispirotreptus gigas, et c'est quasi 40 cm de long. Les deux autres classes de myriapodes sont les pauropodes et les symphiles, minuscules et beaucoup plus oubliables. 40 cm. Impressionnant, hein? Et quand on parle de mille pattes sur une chaîne de paléontologie, on ne peut que mentionner le myriapode géant du Carbonifère, l'incontournable Arthropleura, avoisinant les 2,50 m.
et qui, malgré une morphologie très similaire aux scolopendres actuels, n'a aucune parenté avec celle-ci. Par ailleurs, sachez que les myriapodes sont aux côtés des euryptérides, que nous avons vus précédemment, parmi les premiers conquérants de la terre ferme au Silurien. Si vous dire si cette lignée est vieille. Et avant de poursuivre avec le second groupe, notez que les mille-pattes, les myriapodes, ne sont en rien des insectes, mais des arthropodes mandibulates. Le second groupe de mandibulates sont les pancrustacés, un clade qui est, pour simplifier, lui-même divisé en deux groupes, les crustacés et les hexapodes. Alors, je pense qu'il est inutile de vous présenter les crustacés, quoique certains nous soient quasiment inconnus. Également apparus au Cambrien, les crustacés sont des arthropodes généralement marins, et très nombreux, ayant hérité de certains des caractères ancestraux des arthropodes mandibulates. Un corps segmenté, des yeux composés et tout le tralala cité plus tôt, y compris les antennes, qui chez les crustacés sont au nombre de 4. Tout du moins pour ceux qui en possèdent encore. Alex, j'imagine qu'il y aurait encore beaucoup à dire, non ? Oh oui, il y a des choses à dire. Crustacé, c'est un mot qui parle à tout le monde. Homard, langouste, crabe, crevette, araignée de mer. On peut également citer le gigantesque crabe des cocotiers, le plus gros arthropode terrestre actuel, pouvant peser jusqu'à 4 kg. Vous verriez le boucan qu'il fait en se déplaçant dans la jungle. D'ailleurs, malgré son nom de crabe des cocotiers, ce n'est pas un crabe, mais un bernard l'ermite. Un bernard l'ermite tellement gros qu'il n'a plus besoin de maison protectrice. En tout cas, sachez que tous les groupes que je viens de citer, ce sont des crustacés certes, mais qui appartiennent à l'unique ordre des décapodes, c'est-à-dire ceux qui ont 10 pattes. En réalité, les crustacés sont beaucoup plus diversifiés que ça, étant donné qu'on compte près d'une 50aine d'ordres actuels. Ouais, ça fait beaucoup. Après, vous en connaissez plein d'autres, comme les cloportes qui sont des isopodes, les gamards des amphipodes, le krill des euphausiacées, une des plus grosses biomasses de la planète, ou encore les triops des notostracés, les balanes des técostracés, et il y a encore plein d'autres groupes importants qui pullulent parmi le plancton, comme les minuscules ostracodes et autres copépodes. Eh bien, encore un groupe sacrément prolifique, hein. Mais vient maintenant le gros morceau, les hexapodes. Bien, maintenant que nous sommes familiarisés avec les arthropodes mandibulates, poursuivons notre phylogénie avec les hexapodes. Les hexapodes sont vraiment très nombreux, mais vraiment très nombreux. On compte à ce jour plus d'1 million d'espèces inventoriées, et il y en aurait encore des millions à découvrir. C'est juste incommensurable. Ils sont quasiment partout, dans tous les milieux et sous tous les climats. Ça grouille littéralement. Tout comme les crustacés, ils ont hérité des caractères ancestraux des arthropodes. Toutefois, chez les hexapodes, tels que l'indique leur nom, ils possèdent 6 pattes. La superclasse des hexapodes, ou le groupe si vous préférez, est une fois de plus divisé en 4 sous-groupes. Les colamboles, les diploures, les protoures et les insectes. Alors je ne vais pas m'étendre longuement sur les 3 premiers groupes qui sont composés d'animaux de toute petite taille, voire même de très petite taille. Les premiers sont les colamboles, qui sont parmi les plus anciens hexapodes, qui grouillent sous nos pieds depuis le Dévonien, environ 400 millions d'années. Ce sont de petites créatures, souvent sauteuses, omniprésentes sur la planète, des forêts tropicales humides jusqu'aux régions froides, vivant sur ou dans le sol, ou encore dans la canopée. Ensuite, nous avons les protoures, des animaux encore plus petits, sans yeux ni antennes, de taille millimétrique. Puis nous avons les diploures, d'autres petites bestioles aux longues antennes dont le corps se termine par un segment comportant 2 appendices, appelés cerques. Ce qui n'est pas sans rappeler les perce-oreilles de nos jardins, certainement un cas de convergence évolutive.
car les perce-oreilles ne sont en rien des diploures, mais bel et bien des insectes. Alex, un petit mot à propos de ces minuscules bestioles? La particularité des colamboles, des protoures et des diploures est qu'ils sont tous aptères, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'ailes. Et en plus de ça, leurs pièces buccales sont situées à l'intérieur, ce qui fait qu'on regroupe parfois les colamboles, les diploures et les protoures au sein du clade des Anthognatha. Bien, retour à notre phylogénie, ce qui nous amène au quatrième et dernier groupe des hexapodes, les insectes. Nous y sommes enfin. Mais vu tout ce qu'il nous reste à parcourir, autant en rester là pour ce premier épisode. Nous aurons donc vu l'avènement des arthropodes et leurs caractéristiques principales, puis les deux grands groupes qu'ils ont engendrés, groupes qui nous ont amenés aux mille pattes, aux crustacés, puis aux hexapodes, les bestioles à six pattes dont font partie les insectes. Voilà, j'espère que cette histoire vous aura plu. En tout cas, de mon côté, ce fut un véritable casse-tête, mais néanmoins un passionnant sujet à étudier. Alex, merci pour ta collaboration, et on se revoit par la suite. Avec plaisir et merci beaucoup pour l'invite. Il ne vous l'a pas dit, mais si vous voulez explorer dans le détail la phylogénie des arthropodes, allez donc faire un tour sur sa chaîne. Vous découvrirez toute une série de vidéos explorant pas à pas la phylogénie de ce groupe. C'est proprement dit vertigineux. Voilà, un énorme merci à vous tous qui me soutenez et qui me motivez pour me lancer dans des sujets aussi laborieux. Likez, commentez, abonnez-vous et si vous pouvez vous le permettre, laissez-moi donc un pourboire sur Tipeee. Sur ce, je vous embrasse, prenez soin de vous et à la prochaine. Bye bye.